Deuxième partie de Politicien, votre rendez-vous politique. Le numéro de ce jour est consacré à la Libye, notamment à la conférence internationale qui vient de se tenir à Berlin le 19 janvier en Allemagne. Qui fait quoi en Libye? Qui livre des armes à qui? Qui soutient qui et pour quel intérêt? Avant d'en parler, je propose d'écouter ce qu'en dit le géopolitologue congolais Patrick Mbeko. La Libye n'a jamais su trouver une stabilité depuis la mort du colonel Kadhafi en octobre 2011. La rencontre de Berlin avait pour objectif d'éviter que le pays ne devienne une deuxième Syrie. Le problème, c'est que les dirigeants des principaux pays impliqués dans le conflit qui déchire la Libye ne sont pas sincères. Si le conflit persiste jusqu'aujourd'hui, près de 9 ans après la mort du colonel Kadhafi, c'est justement parce que les acteurs impliqués privilégient leurs intérêts, quitte à laisser le pays sombrer dans le chaos. Alors, qui sont ces acteurs? D'un côté, il y a le Qatar et la Turquie qui soutiennent militairement le gouvernement du Premier ministre Fayez El-Sarraj, basé à Tripoli et reconnu par la communauté internationale. De l'autre, l'Égypte, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis qui appuient l'homme fort de l'Est de la Libye, le maréchal Khalifa Haftar. Mais ces pays ne sont pas les seuls à faire la pluie et le mauvais temps en Libye. Il y a par exemple la Russie qui, malgré ses dénégations, est soupçonnée d'appuyer le maréchal Haftar. La France également joue un rôle trouble puisqu'elle prétend soutenir le processus de paix tout en soutenant tacitement le même maréchal Haftar. À titre de rappel, les diplomates français ont mis une semaine à s'associer à une déclaration de l'Union européenne dénonçant l'offensive lancée par le maréchal Haftar au début du mois d'avril 2019 contre Tripoli. 2 mois plus tard, Paris admettait que les missiles Javelin qui ont été découverts dans une base des forces du maréchal Haftar près de Tripoli lui appartenaient, mais les dirigeants français se sont empressés de dire qu'ils n'avaient jamais fourni ces missiles-là au maréchal. En fait, tous les pays impliqués dans la crise libyenne disent vouloir la paix dans ce pays, mais en réalité, personne n'est disposé à respecter l'embargo sur les livraisons d'armes décrété en 2011 par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Pour tout dire, c'est le règne de l'hypocrisie diplomatique et ce sont les Libyens qui payent le prix fort. C'était donc le géopolitologue congolais Patrick Mbeko. On le voit, plusieurs acteurs se retrouvent aujourd'hui derrière chaque camp. Je rappelle ce que vient de dire Patrick Mbeko. Le Qatar et la Turquie soutiennent aujourd'hui, et l'Égypte soutiennent aujourd'hui Fayez El-Sarraj. Et de l'autre côté, vous avez donc l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, d'une certaine manière, la France, la Russie et même les États-Unis. Parce que souvenons-nous, l'origine de Khalifa Haftar, ce sont les Américains qui l'ont fait d'une certaine manière. Mais ça, ce sont des soutiens officieux. On va dire quoi? Je commence par vous, Sadio Morel Kanté. La cause de ce que certains appellent la duplicité politique ou l'hypocrisie diplomatique porte un nom, c'est le pétrole. Non, porte un nom sur ce coup-ci, c'est l'Afrique. L'incapacité à l'Afrique de savoir, parce que la Libye, quel que soit ce qu'on dit, elle est africaine, même si elle est entourée des pays oui, d'accord, on est d'accord. Maghrébins d'abord. Non, je vais dire les motivations de ces gens-là, de ces États qui aujourd'hui prennent part à ce conflit, pas personne interposé. Oui, mais d'accord, jusque-là, c'est ce que je dis, je reviens sur... j'ai pas compris quand vous dites c'est-à-dire l'Afrique. L'Union africaine, si elle avait joué son rôle en amont bien plus précisément, oui, je crois qu'elle aurait pu mener une diplomatie. Elle est très puissante en diplomatie souterraine, l'Union africaine, pour refuser ou bien pour peser à ce qu'il y ait une interposition franche entre les protagonistes libyens. Oui. Attendez, parlons concrètement. Vous, oui. Là, vous nous ramenez en quelle année? Vous parlez de 2011 quand ils ont bombardé la Libye, ou bien vous parlez à partir de quelle conférence? Je parle de 2011 déjà, quand l'Afrique n'a pas laissé l'OTAN, toute la place à l'OTAN pour massacrer, faire ce que l'OTAN a fait. Elle aurait pu déjà s'interposer ou avoir un mot à dire. On n'a pas entendu un seul communiqué de l'Union africaine. Sadio Morel, quand on se souvient très bien, en 2011 précisément, il y avait... Si vous déplorez qu'il y avait 2 camps sur la question, là, on peut vous comprendre. Effectivement, l'Union africaine, sous l'égide de Jean Ping à l'époque, qui était le président de la commission... Mais Jean Ping est celui qui s'est vu opposer des voix africaines
pour l'intervention, contre l'intervention de l'OTAN en Libye. Mais on ne dira pas que l'Union africaine n'a rien fait. D'accord. L'Union africaine n'a alors pas pesé pour qu'il n'y ait pas cette intervention de l'OTAN. Ensuite, la déliquescence s'est installée. Ce sont encore les mêmes qui arrivent. Vous avez vu que là, par exemple, en Russie, aucun Africain n'y était. Pourquoi l'Afrique n'a pas été en Russie? Pour le 13 janvier dernier, pour le cessez-le-feu. Le fameux cessez-le-feu. Et c'est in extremis que la Tunisie et le Congo ont été invités à Berlin. Pourquoi? Bon, la Tunisie n'y était pas. Hein. Elle a refusé, elle a décliné l'invitation. Elle était quand même... Mais pour des raisons qu'on va évoquer tout à l'heure. De dernier moment. On est d'accord. Pourquoi? C'est-à-dire, tant que l'Afrique se laissera faire, ne se dira pas qu'il a un rôle, se structurer comme il faut, c'est-à-dire pour peser dans une négociation ou sur quelque chose dont on a intérêt, il faut avoir trois choses, ou l'une des trois. C'est la diplomatie puissante, c'est l'argent ou c'est l'armement. Oui. L'Afrique n'a rien fait pour se doter efficacement de ces trois, ou une partie de ces trois outils dont je viens de parler. Donc, qu'elle soit marginalisée, ça se comprend. Alors, moi, je n'ai pas parlé de même si on ne l'accepte pas. Marginalisation, elle est marginalisée. Je rappelle, peut-être c'est ce que vous constatez, je rappelle en tout cas que le président congolais était à la conférence de Berlin. Oui, mais vous savez aussi que c'est pendant qu'il est le président du comité de haut niveau sur la Libye, que Macron, qui est à la tête d'un des pays qui a attisé, qui a allumé le feu au truc, arrive à avoir Sarraj et Haftar sur son sol pour parler. Alors que Sassou, qu'on dit être homme de la paix et qui s'est mis devant, il a réussi, encore une fois, en septembre 2017. Avoir les protagonistes, il les a jamais eus, malgré les moyens qu'il a mis. D'accord, on est d'accord. Mais là, vous parlez des protagonistes. On parle des protagonistes, là. Mais on se souvient quand même qu'il y avait en septembre 2017... Je ne nie pas le rôle important des chefs de tribu. L'approche de l'Union africaine qui consistait à penser que la solution pouvait être locale, que seuls les chefs tribus, et d'ailleurs, les Occidentaux n'ont pas apporté la preuve aujourd'hui que c'est une solution militaire. Là, je suis d'accord qu'il faut impliquer les différentes tribus de la Libye aux négociations pour arriver à une paix durable que demandent justement les Nations Unies et tous les vautours qui sont venus sur la dépouille de la Libye pour prendre leur part en gaz et en pétrole. Jean-Bernard Bikim, nous l'avons dit, c'est le 2 janvier dernier que le Parlement turc a voté l'envoi en Libye de troupes, on va dire quoi, de combattants. Le texte dit troupes turques, mais on a bien vu que ceux qui sont déversés désormais à Tripoli ne sont pas turcs, ce sont des Syriens, on ne sait pas d'où, qui y sont véritablement, certains disent que ce sont des mercenaires, mais ils y sont déjà par milliers. Le gouvernement turc leur a promis la nationalité turque et leur payant, dit-on, $2000 par mois. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'entrée de la Turquie vient rebattre les cartes? L'entrée en jeu de la Turquie en Libye vient rebattre d'une certaine manière les cartes. Je rappelle les rivalités perceptibles entre le maréchal al-Sisi, Fattah al-Sisi, le président égyptien, et le président turc Recep Tayyip Erdogan. Non. J'aimerais rappeler un fait qui échappe à la lecture de tout le monde. Pourquoi les deux camps ont des positions figées? Oui. Pour une simple bonne raison. Nous avons d'un côté les frères musulmans et une partie de la milice armée tribale de la Tripolitaine et une infime partie des ex-kadhafistes autour de Sarraj. De l'autre côté, nous avons le même schéma, les milices tribales, le noyau dur des kadhafistes, mais sans versant religieux. Voilà, sans versant religieux. Et autour, justement, une volonté farouche d'éradiquer tous les groupes djihadistes étrangers. Je dis bien étrangers. C'est ce qui explique le statu quo. La vraie question qui se pose aujourd'hui, c'est comment ramener Haftar et Sarraj, qui ne sont pas représentatifs auprès des milices tribales, auprès des chefs tribaux, il faut quand même le savoir, parce que jusqu'à présent, en Libye, ce sont les chefs tribaux qui décident pratiquement de tout en concertation et en parfaite coordination. On est d'accord. Or, depuis la chute de Kadhafi,
ce modèle a été banni. Et le bannissement de ce modèle, ce modèle a été remplacé par la force. C'est très intéressant ce que vous dites, Jean-Bernard Bikim. Deux choses qu'on retient de votre analyse. Il y a une dimension militaire de ce conflit avec comme intérêt le pétrole libyen, mais il y a aussi des enjeux liés à la religion. Oui. Et l'Égyptien, on le sait, on sait comment il a traité Morsi et ses partisans en Égypte. Les frères musulmans, il ne veut pas entendre parler. Alors que le président turc Recep Tayyip Erdogan, lui, il est un soutien, on le sait, c'est connu, des frères musulmans. Du coup, les Occidentaux aujourd'hui qui se retrouvent derrière le maréchal Khalifa Haftar ont aussi comme préoccupation de ne pas voir se proliférer autour de Sarraj des groupes djihadistes, en tout cas des frères musulmans. Ça veut dire quoi, maître Zampaligré? On est loin de la fin. Simplement qu'on n'a pas suffisamment écouté même Muammar Kadhafi avant sa mort, quand ce conflit avec sa population s'est déclenché. Il a vaillamment dénoncé l'irruption de l'islamisme, du djihadisme dans son pays et que ça allait faire mal aussi. Il leur a dit. Il leur a dit. On se souvient de son discours. De ce que Kadhafi a dit. Sauf que personne n'a voulu y croire. Et aujourd'hui, moi je pense qu'outre l'hégémonisme économique à travers la prédation du pétrole, il y a un fait qui est certain aujourd'hui. L'Égypte, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis veulent contrer les ambitions de Turquie dans cette zone-là. Et on va aller encore plus loin dans cette guerre. L'Europe, qui avait été l'initiatrice de cette guerre, est en train d'être un peu mis de côté. Battu. Puisque l'on se souvient quand même de la médiation du président Emmanuel Macron en 2018 qui a échoué et qui a laissé des traces. C'est un point très intéressant et cela va que vous évoquez là, maître. Je vous laisse continuer. Allez-y très rapidement. On a vu qu'après, le conseiller qui a succédé à la charge de cette question s'est beaucoup plus occupé maintenant du Moyen-Orient que de la Libye. Donc aujourd'hui, il ne reste plus qu'une porte d'entrée officieuse, la porte de derrière, qui est que, bon, les gens, ils énoncent un principe dans des conférences diplomatiques de courtoisie. Oui, c'est ça. Et ensuite, on les voit à l'action parce qu'ils ne veulent pas céder du terrain. Mais pour aller plus loin, la grave question qui pèse sur les peuples du Sahel aujourd'hui, je pense que le Niger l'a dit, il l'a dénoncé. Parce que la Libye est devenue une source d'approvisionnement en armement. Et c'est pour ça donc, que il y a des risques que le djihadisme accroisse ses activités dans les pays du G5 que constituent le Burkina, le Mali, le Niger, la Mauritanie, à travers en fait cette dépouille ouverte à l'armement. En plus en détail. Il y a encore pire que ça. Quand j'entends et j'écoute monsieur Faki Moussa, qui est d'origine tchadienne, qui a été placé là à la tête de l'entité africaine par le Tchad. Il sait très bien que son président, M. Idriss Déby, redoute que la déstabilisation du sud libyen serve de terreau aux combattants, aux rebelles tchadiens qui vont s'en prendre à son pouvoir. Je rappelle encore une fois que le Tchad que vous évoquez a plusieurs milliers et plusieurs dizaines de centaines de kilomètres de frontières avec la Libye. Un élément que vous venez d'évoquer qui est très important, c'est pour comprendre effectivement le sujet que nous traitons. On se rappelle, lorsque le 2 janvier, le Parlement turc vote l'envoi en Libye de troupes turques, et que dans la foulée, le président turc a immédiatement commencé par envoyer des combattants syriens en Libye, le président français a appelé à l'arrêt immédiat d'envoi de combattants syriens en Libye. Pour la simple raison que le président turc a souri dans son coin. La France était déjà sur le terrain à travers Barkhane. Voilà. Et la France était sur le terrain à travers l'éviction de Kadhafi. Le problème, c'est que ça laisse complètement indifférent le président turc qui a continué tout simplement à envoyer des combattants syriens en Libye. Mais mieux, il y a aujourd'hui entre la Turquie et Fayez al-Sarraj
un contrat, un accord d'exploitation des hydrocarbures dans la Méditerranée orientale. Absolument. Ça veut dire quoi? Est-ce que ça nous ramène en ce moment à l'image qu'un de mes interlocuteurs m'a décrite quand je venais dans cette émission? Il dit, vous savez, la Libye a aujourd'hui une dépouille à la merci des faucons, où tout charognard vient dévorer sa part. Ou du coup, ça ne prendra jamais fin? Je ne pense pas que tout de suite on verra le bout de toute cette affaire qui est peut-être stratégiquement bien menée. Je ne pense pas qu'on a décidé d'intervenir en Libye sans avoir analysé les tenants et les aboutissants de cette affaire. Lorsqu'on parle d'embargo sur les armes, moi je me souviens qu'on a parachuté des armes pour que ceux qui combattaient Kadhafi puissent s'en approprier, en plus de tout l'armement que la Libye disposait. J'ai toujours été interpellé par une phrase de Kadhafi quand il vivait. Un jour, il s'est interrogé, il dit qu'il ne comprend pas ce que recherche l'armée française en Afrique. Parce que lui, il était le sous-traitant. Pour moi, c'était le sous-traitant. Une fois sous-traitant de quoi? De l'armement et puis de la sécurité dans cet espace-là. Et c'est pour ça qu'il avait autant d'armement qui lui permettait d'agir à sa guise dans les États de l'alentour. Il le disait. Mais il l'a fait aussi en accompagnant la carotte et le bâton. Oui, oui. C'était un financier, un banquier de beaucoup de pays de ce peuple du Sahel. Absolument. Lorsqu'on considère le Burkina, lorsqu'on considère le Niger, lorsqu'on considère le Mali, les investissements visibles de la Libye sont toujours là. Il a même entrepris de verdir le désert. Ceux qui ont le plus perdu à travers la mort de Kadhafi, ce sont les peuples africains. Et il le disait, on est d'accord. On est d'accord. On reviendra dans la troisième partie, effectivement, sur les conséquences possibles, l'impact négatif de la situation du chaos libyen sur le reste du continent. Il le disait dans l'un de ses discours, parlant des Occidentaux, il les appelle des aventuriers. Il disait à ses compatriotes, si vous laissez ces aventuriers nous envahir, notre pays sera un bourbier. Il a raison maintenant. Oui, mais il a raison, c'est-à-dire aussi, à un moment, la posture même de Kadhafi vis-à-vis du continent n'était pas compréhensible. Vous savez qu'à un moment, Kadhafi a voulu être le président à vie de l'Union africaine. Lorsqu'il a mis en place un certain nombre de mécanismes, quand cela a échoué, il vient dans un vêtement de roi des rois africains. Ouais. Pour pouvoir rester sur l'Afrique. C'est vrai qu'il a injecté beaucoup de choses, mais d'aucuns disent que c'est même son projet satellitaire, doter l'Afrique d'un satellite gratuit. C'est un ensemble de phénomènes. De choses. Il voulait affranchir l'Afrique, ainsi de suite. Est-ce que ses compatriotes, ses compatriotes africains avaient eux-mêmes compris où est-ce que Kadhafi voulait les emmener? Mais qu'est-ce que ça aurait changé au bombardement de l'OTAN? Si ça aurait pu... Non, moi je pense que les bombardements de l'OTAN auraient pu être... évités par l'Union africaine? Non, mais que l'Union africaine aurait pu avoir une posture autre que ce qui a permis cette déliquescence sans qu'il y ait vraiment... je vais continuer un peu. Oui, mais sauf qu'on va marquer une courte pause. On revient dans quelques instants et vous poursuivrez votre analyse. D'accord. Parce qu'il y a cet islam sunnite aussi qui arrive. On revient. On marque une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre émission Radio Monde.